Bonjour, ça y est, on est de retour au bureau après la rentrée et on espère après Covid, donc après la pandémie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Claire Martin, Head of Brand and Communication de Singular, donc une des pépites de la French Tech, je pense on peut dire, qui fonctionne très bien et donc qui a aussi passé le temps de la pandémie entre le remote et le bureau, qui d'ailleurs, si je comprends bien, a des équipes un peu partout dans le monde et qui sert beaucoup de marchés au monde. Donc, on est ravis d'avoir Anne-Claire avec nous et on a hâte d'apprendre un peu plus sur Singular et sur ce que tu fais au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Franck, merci pour l'invitation. Donc Anne-Claire Martin, je suis en effet Head of Brand and Communication chez Singular. Auparavant, j'ai passé 15 ans en agence de communication et 6 ans au Guide Michelin, donc aussi dans un environnement international. On verra que c'est important chez Singular d'avoir un background international. Voilà, et je suis arrivée chez Singular il y a un petit peu moins d'1 an. Ok, super. Et Singular, c'est quoi? Singular, c'est une galerie d'art en ligne. Donc, on est basé à Paris. En revanche, on a des artistes dans le monde entier et on a aussi des collectionneurs, naturellement, dans le monde entier. Donc, c'est essentiellement un site internet qui permet de connecter des artistes avec des collectionneurs. Et c'est quel type d'œuvre qu'on peut acheter sur le site? Alors, c'est de l'art contemporain, donc ce sont des artistes vivants. C'est très important parce que la mission de Singular, c'est vraiment de soutenir les artistes, de soutenir la production des artistes. Et c'est en facilitant la connexion entre les artistes et les collectionneurs que finalement on les soutient. C'est en achetant les œuvres d'art des artistes contemporains qu'on peut les soutenir. Et pourquoi c'est important aussi contemporain? Parce que acheter l'œuvre d'un artiste qui est vivant, ça a du poids, ça a un impact sur la société dans laquelle on vit. Donc c'est pour ça que pour nous, ça nous tient à cœur. C'est effectivement important de pouvoir les soutenir et les aider. Et ça nous permet aussi d'avoir un impact social. On aime le monde artistique et on veut le développer. Et donc, en termes de type d'œuvre, c'est des sculptures, c'est des tableaux? Ouais. Tu as tableaux, donc de la peinture, des sculptures, de la photographie aussi. Donc, il y a différentes typologies et chacun peut trouver son bonheur au sein de Singular. Et les artistes sont partout dans le monde. Donc, il n'y a absolument pas de barrière entre, je suis désolée, il y a du bruit derrière. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. On couvre le monde entier. Ok. Et est-ce que je peux trouver mon Picasso ou un Renoir sur la on plateforme? peut. Alors, c'est rare, mais oui, parfois, on a des ventes assez exceptionnelles. Et en effet, on a vendu déjà un Picasso, on en a vendu un cette semaine. On a vendu un Renoir, on a vendu un Andy Warhol. Donc, en effet, parfois, on a quelques grands maîtres comme ça, mais ce sont plus des ventes exceptionnelles. La majorité de nos ventes, c'est vraiment des artistes qui sont vivants. Et j'imagine pendant la pandémie, donc quand les gens ils ont passé plus de temps à la maison, c'était, j'imagine, votre business, un des business qui a profité de cette pandémie parce que les gens ils sont investis plus dans l'aménagement de leur appartement, etc. Hein? C'est Exactement. ça? Ouais, complètement. Les gens se sont retrouvés chez eux avec beaucoup moins de distractions, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de musée. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un manque, je pense, concrètement, un manque d'art et aussi peut-être un besoin de décoration unique. Je pense aussi qu'il y a vraiment un besoin de se dire que son intérieur ne ressemble pas à celui du voisin. Et le fait d'acquérir une œuvre d'art unique, ça participe à ça, à vraiment se sentir chez soi et en harmonie avec son intérieur. Donc oui, effectivement, on a bénéficié du Covid dans ce sens. Et en sortant du Covid, on continue à avoir une appétence vraiment pour le monde artistique, pour l'art en général, mais l'art contemporain, je pense plutôt lié à un besoin d'unicité dans la décoration.
Et est-ce qu'il y a aussi des clients B2B? Est-ce qu'il y a des entreprises qui achètent, surtout maintenant quand on revient Ouais, au bureau? quelques-uns. C'est pas la majorité de nos clients et toi et moi, des amateurs d'art. Parfois, bien sûr, on travaille avec des architectes ou alors des hôtels. On a des hôtels qui font appel à nous parce que ils ont une ligne artistique spécifique. On a un hôtel notamment aux États-Unis qui a fait appel à nous parce que il voulait décorer l'hôtel avec des œuvres d'art d'artistes féminines exclusivement. Donc, typiquement, ça, c'est des choses auxquelles on peut répondre très simplement. Ça leur permet d'avoir accès à une liste d'artistes et à une liste d'œuvres très facilement, que ce soit en termes de taille, de couleur, de profil d'artistes. Donc, voilà, ce sont des choses qu'on fait aussi. Néanmoins, l'idée principale, c'est plus des collectionneurs individuels. Très bien. Et alors, si on parle de l'équipe de Singular, vous êtes Ouais. combien? Vous êtes basé où? Alors, on est 120 actuellement. On a doublé de taille dans l'année qui vient de passer. On est au cœur de Paris. On a déménagé il y a 3 semaines maintenant. Donc, on a des bureaux rue de Rivoli. On a vraiment passé du temps pour choisir ces nouveaux bureaux. Et puis, on a fait le choix, en fait. Pour être franc, on s'est posé la question, c'est-à-dire que nous, on est une tech start-up, donc on peut complètement tous travailler en home office, en télétravail. Il y a pas de problème technique majeur à ça. En revanche, on trouvait que c'était important d'avoir des bureaux, des nouveaux bureaux, des beaux bureaux, parce que le bureau, c'est un peu politique, c'est-à-dire que ce qui est important c'est le vivre ensemble et ça peut créer aussi la sérendipité, c'est-à-dire que de se croiser au bureau, ça va faire naître des projets, ça va faire naître des idées, ça va permettre une fluidité dans la gestion des projets. Donc, on a vraiment voulu, justement, après Covid, se dire, nous, notre choix, c'est d'avoir des bureaux, des beaux bureaux où toutes les équipes peuvent se retrouver pour travailler ensemble et pour garder cette proximité qu'on a et le côté accueillant, parce que doubler en un an, ça veut dire onboarder 60 personnes. Et ça veut dire qu'il faut que les gens se voient. Enfin, y a pas l'humain, ça reste très important. Donc, voilà, on a fait du télétravail pendant le Covid, comme tout le monde, mais on avait vraiment besoin de se retrouver et d'être tous au bureau ensemble. Et les 120 personnes aujourd'hui, ils viennent tous au bureau ou il y a un mélange entre travail en remote, travail au bureau? On a trouvé un équilibre qui semble être celui qui est le plus commun, qui est 2 jours en télétravail et 3 jours au bureau. Donc, on a ce qu'on appelle un office rotation où chacun dit à quel moment il est là et à quel moment il est en télétravail. Comme ça, on ne se cherche pas dans les bureaux. C'est assez simple. Ça permet de se voir et ça permet aussi de garder cette flexibilité du télétravail. Et est-ce que vous avez des rythmes au-delà des 2-3 jours où vous dites on se voit tous ensemble, où il y a des équipes qui se voient une fois par semaine? Quelle est la gestion pour justement garantir un peu la cohérence entre les Ouais. équipes et des échanges humains? Il y a des moments de partage qui sont importants chez Singular. On a tous les départements ont une réunion d'équipe toutes les semaines. Donc ça, typiquement, les réunions d'équipe, c'est en présentiel, c'est au bureau, c'est important qu'on soit tous ensemble. Et puis on a d'autres moments de partage plus communs à tous les départements. On a notamment le vendredi matin, on a un breakfast for thought, et le breakfast for thought, c'est un petit déjeuner, mais c'est aussi un moment d'échange, de partage. On est très transparent dans la façon dont on communique les informations à toute l'entreprise. Et donc ce moment-là, c'est vraiment un moment crucial dans la semaine d'être au maximum tous là au bureau. Oui. Et ça participe au partage. Et donc ce rythme-là, vous l'avez trouvé comment? Le breakfast of what, il était déjà, il existait déjà, il a toujours existé et on veut le conserver, même si maintenant c'est beaucoup plus dur d'organiser ça à 120. Ça demande des plus grands bureaux, ça demande une petite organisation, mais on veut le conserver parce que on pense que c'est vraiment un moment important
de se connaître tous les uns les autres et de tous avoir le même niveau d'information. Ça, c'est aussi crucial dans une entreprise, que chacun ait le même niveau d'information sur la société. Et ensuite, les weekly meetings, c'est vraiment après Covid, où finalement, très naturellement, tout le monde a voulu se revoir et tout le monde a voulu être vraiment en présentiel pour ces réunions qui sont quand même assez structurantes pour la semaine. Et les 2 jours, 3 jours, ces rythmes-là, c'était quelque chose qui était décidé ou c'était quelque chose que vous avez eu un retour des salariés, c'est des managers? En fait, non, comment ça s'est établi? Sur ça, on n'a pas forcément fait de questionnaire ou de sondage. On aurait pu, mais naturellement. Alors, on n'est pas non plus, on est 120, mais ça va. On arrive à se parler. Et c'était les retours qui étaient faits naturellement. D'avoir 2 jours à la maison, 3 jours. C'était le bon équilibre finalement à peu près chez tout le monde. Donc ça s'est fait assez naturellement. Ça s'applique à tout le monde, donc il n'y a pas de gens qui disent « moi je veux venir 5 jours par semaine ». Ça s'applique à tout le monde. La seule exception que nous ayons, c'est que nous avons quelques développeurs qui sont dans le sud de la France. Et par définition, ils sont dans le sud de la France, donc ils viennent pas au bureau. Ils viennent au bureau de temps en temps pour rencontrer les équipes. Ils seront là dans quelques jours. Donc voilà, c'est la seule exception. Sinon, ça s'applique à tout le monde de la même façon, ouais. Et donc, votre évolution de recrutement, donc vous avez changé votre manière de recruter. Vous dites, je regarde partout, en France ou ailleurs, en Europe, ou alors ça reste... on est vraiment basé à Paris. Donc la difficulté, parce qu'on est 120, mais on parle 26 langues. En fait, il faut qu'on puisse parler les langues de tous nos artistes ou de tous nos collectionneurs, puisque nos artistes sont en lien avec des artistes liaisons et nos collectionneurs avec des art advisors. Donc, il faut qu'on puisse parler toutes les langues. Donc, sur les 120 personnes chez Singulart, on parle 26 langues, pardon, et on a 20 nationalités, ce qui est énorme. Donc, pour le moment, on recrute essentiellement en France, à Paris, des gens qui viennent de tous les pays. Oui, bien sûr, dans un futur, je pense pas très lointain, c'est possible qu'on ait des équipes qui soient dans les pays. Mais pour le moment, on est organisé comme ça et ça marche plutôt pas mal. Et donc aujourd'hui, votre challenge, c'est de trouver quelqu'un qui parle japonais, chinois à Paris. C'est exactement ça. Et c'est un vrai challenge. J'imagine. Et c'est un vrai challenge, ouais. Et tu parlais un peu de l'onboarding. Ouais. Il y a où, si j'ai bien compris, donc les gens viennent quand même au bureau, donc il y a une partie qui fait en physique, voire même plus. Comment vous faites donc déjà entre le bureau et potentiellement remote pour faire ce onboarding? Et j'imagine il y a un challenge en plus quand on recrute des gens de différentes nationalités, de différents langues. Comment on fait en sorte qu'en fait il y a une intégration dans les équipes, il y a une cohérence qui s'est créée entre les différents membres de l'équipe? Eh ben, finalement, en fait, comme c'est vraiment dans notre ADN, ce côté international, que l'anglais est notre langue de tous les jours, finalement, le seul prérequis, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un avec un bon niveau d'anglais. Et sinon, alors notre onboarding, il se fait sur 1 mois, il est assez cadré. On a un planning qui est très clair avec toutes les formations d'onboarding pour la personne. On a un buddy, donc un parrain en interne qui permet de répondre à toutes les questions sur la société. Mais le fait que tout le monde vienne d'ailleurs, finalement, ça crée une richesse et je pense aussi que ça crée naturellement de l'entraide. C'est-à-dire que naturellement, on va aller demander à la personne si tout va bien, s'il a besoin d'une question X ou Y, parce que ça peut être aussi un besoin tout à fait personnel, un besoin relatif à l'administration. Enfin, donc, il y a vraiment ce côté entraide qui se fait très naturellement. C'est un peu
un peu comme rentrer dans une nouvelle famille. En fait, c'est un peu plus qu'un onboarding. Et souvent, dans les nouveaux venus, quand ils repartent, notamment les stagiaires après un stage, ce qu'ils ont apprécié le plus, c'était ça. C'était l'entraide et la collaboration avec les gens de Singular, parce que il y a, je pense, ce côté très familier. Et vous avez écrit des valeurs, la mission, Oui. la culture Oui, complètement. Oui, ça c'est important pour que tout le monde sache un peu ce qui est attendu, et puis, mais aussi ce qu'ils peuvent attendre des autres, pour que tout le monde soit sur les mêmes valeurs. Donc oui, on les a écrits. On est assez axé. Clairement, on est une start-up, donc une des valeurs, c'est quand même l'ambition. Et pour réussir notre ambition, il faut être sur un mode collaboratif. Donc ça, on sait très bien que s'entraider, typiquement, ça rentre là-dedans. On le fait avec le sourire. Tout le monde est globalement toujours de bonne humeur. C'est important d'avoir le sourire, d'avoir confiance. La confiance, c'est clé aussi pour pouvoir travailler en équipe. Donc ça, c'est une des valeurs et qui est écrite. Ensuite, il y a l'innovation. On est une tech startup, donc l'innovation, c'est au cœur aussi. Et puis, la dernière valeur qui est très importante pour Singular, c'est l'égalité homme-femme. On essaye au maximum d'avoir autant d'hommes que de femmes. On y arrive presque. Alors, il y a des départements où c'est plus compliqué. Par exemple, en communication, c'est beaucoup de filles et pas de garçons. Et dans la tech, c'est beaucoup de garçons et peu de filles. Mais l'égalité homme-femme, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet chez Singular, et on y travaille. Et donc, par exemple, de l'équipe management, il y a une parité? Oui, il y a presque une parité. Il y a un petit peu plus de garçons, mais il y a presque une parité. On n'est pas loin. Et il y a cette parité aussi alors ça s'applique aux salariés de Singular, mais ça s'applique aussi à nos artistes. On n'est pas loin de la parité entre les artistes femmes et les artistes hommes, ce qui, dans le monde artistique, est extrêmement rare. Oui, moi, j'allais dire, bon, je ne suis pas un grand expert de l'art, mais j'aurais dit que c'est de manière générale un métier ou un sujet qui intéresse autant les femmes que les hommes. Oui, ça intéresse autant les femmes que les hommes. Je suis complètement d'accord avec toi. La seule difficulté, c'est quand tu regardes les hommes qui sont exposés dans des musées, quand tu regardes les œuvres qui sont exposées dans des musées, 95% des œuvres sont des œuvres qui ont été faites par des hommes. Voilà, en prenant tous les musées du monde, l'exposition des artistes femmes représente 5%. Et ça, c'est vrai aussi pour le contemporain ou je pense que dans le passé, nous, on essaye de faire bouger les choses. Ok, très bien. Et donc, si j'ai bien compris, donc c'est quoi les plus grands marchés que vous adressez? Les États-Unis, l'Allemagne, et après la France, l'Asie, le Japon est un marché important aussi. Voilà pour les plus grands marchés. Et vous avez des équipes sur place là? Non, on n'a pas d'équipe sur place. On gère tout depuis Paris. On espère. Donc, la journée commence à 5 heures du matin au Japon. Alors, il y a des équipes il y a des équipes qui peuvent être en horaire décalé, naturellement, pour pouvoir répondre au maximum à nos collectionneurs ou à nos artistes de l'autre bout du monde. Ouais. Ouais, ça montre bien aussi qu'on peut en fait créer des Global Champions de Paris. Exactement. Ouais, complètement. Après, on sera ravis quand on pourra de nouveau voyager loin et les voir. Mais typiquement, la visio, comme on le fait aujourd'hui, ça fonctionne bien aussi. Et donc, l'impact, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, malgré toutes les restrictions, etc., qui auraient posé un problème dans le passé pour faire des exhibitions donc, qui n'étaient pas possibles, donc la plateforme, en fait, peut faire vivre tout le monde artistique parce que c'est en ligne, parce que ça fonctionne en transport avec des œuvres, j'imagine.
Après, il faut pas non plus oublier la réalité que pour les artistes, ça a été extrêmement dur vraiment parce que beaucoup d'artistes travaillent sur commission. Il n'y avait plus aucune commande d'œuvres d'art, il n'y avait plus aucun renouvellement. Il y a des artistes qui font des vitrines, par exemple, pour des maisons de luxe. Il y avait tout ça a été complètement arrêté. Les artistes ne pouvaient plus créer, en tout cas exposer dans les galeries. Donc pour les artistes, ça a été vraiment une période très très dure et on est content d'avoir pu les aider, d'avoir pu les soutenir au maximum pendant cette période-là. Et oui, rien que pour d'abord, je pense que ça a permis à certains artistes de pas abandonner. Et puis surtout pour le moral, c'est super important pour un artiste de pouvoir vendre ses œuvres. Merci. Revenons un peu au bureau. Donc, il y a donc pas tout le monde, donc il y a 2/3, si on prend 2-3 jours, qui viennent au bureau. Est-ce que au sein des bureaux, vous avez instauré une politique de flex office, tout le monde peut s'asseoir où ils veulent, ou comment vous fonctionnez? Ouais, complètement. On a installé le flex office depuis le début, encore une fois, pour pousser la sérendipité, c'est-à-dire que s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et avec qui on ne travaille pas, ça permet aussi de créer des nouvelles conversations et ça permet aussi de créer potentiellement de nouvelles idées. Donc le flex office, c'est important pour ça. Donc on a conservé le flex office. En revanche, comme on commence à être relativement nombreux, on a séparé le bureau en deux avec une partie plutôt calme, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'écrire, des gens qui ont besoin de se concentrer, des gens qui ont besoin de coder, qui vont vraiment avoir besoin de calme, et puis une partie plus active. Donc là, on va avoir tous les commerciaux, les artistes liaisons qui sont au téléphone, soit avec les collectionneurs, soit avec les artistes, et où là, ça va être un petit peu plus de brouhaha, mais ça permet à chacun de trouver selon ce qu'il a à faire dans la journée et selon son humeur aussi, peut-être s'il a envie d'avoir plus d'énergie ou au contraire d'être calme, de trouver un endroit pour travailler sereinement. Et puis au bureau, il y a plusieurs salons, il y a une grande cuisine, il y a plusieurs canapés qui permettent aussi dans la journée de ne pas être fixe à sa place et de bouger. Et tout ça, ça fonctionne bien dans la réalité? Ouais, tout ça fonctionne bien dans la réalité. Ouais, complètement, Okay. complètement. Et en termes d'équipement, donc est-ce qu'il y a vous avez mis en place des choses en particulier parce que les développeurs, par exemple, ils peuvent pas forcément toujours se placer où ils veulent. Aussi, on a parlé de pas mal de soutien pour le télétravail. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez organisées ou mis en place pour faciliter justement soit le flex office, soit le travail à la maison? La vraie problématique, en fait, c'est à la maison. C'est de se dire comment est-ce que nos salariés sont équipés à la maison. Parce que, je pense l'avoir tous vécu, on peut être sur un bout de table de la cuisine, sur une chaise haute, mal installée, l'ordinateur qui est pas à la bonne hauteur, bref, et se retrouver avec des douleurs partout. Donc depuis la fin du deuxième confinement, on a mis en place une enveloppe pour pouvoir s'équiper à la maison, donc de 15 € par mois pour tout le monde, pour tous les salariés, pour pouvoir se dire, très bien, je vais m'acheter une chaise peut-être plus confortable, je vais m'acheter un bureau pour vraiment s'équiper à la maison et ne pas travailler sur un bout de table entre deux assiettes ou sur le lit, voilà, et avoir une vraie posture agréable, confortable pour travailler. Et ça, j'imagine, vous avez des retours positifs de la part des salariés qui apprécient. Oui, je pense que ça permet quand même de faire quelques équipements. Après, on n'a aucun droit de regard sur ce qu'ils font des 15 € par mois. Chacun s'équipe comme ils veulent. Mais ouais, c'est quand même 2 jours par semaine. C'est quand même beaucoup et c'est important d'être bien installé. Et au bureau, est-ce que vous avez changé quelque chose pour faire venir des gens depuis la rentrée? Quelque chose de différent par rapport à avant, ou est-ce que c'est naturel que les gens reviennent au bureau parce qu'ils ont envie? Non, je pense qu'ils avaient vraiment envie.
comme on est quand même, globalement, les gens viennent parfois de loin. Pendant le Covid, ils n'ont pas pu voir leur famille. Le fait de venir au bureau, le fait de voir du monde, de partager un café, de déjeuner ensemble, etc., ça change la vie quand même. Et c'est pour ça que c'est important. Le bureau, c'est pas juste un lieu où on va pour travailler. Le bureau, c'est aussi ses collègues, c'est aussi énergisant parce que il y a une émulation, parce que le fait de passer du temps ensemble, c'est ça aussi qui génère les projets. Donc le bureau, c'est bien plus que juste un bureau pour travailler. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens ont voulu revenir. Et le fait d'avoir emménagé dans des nouveaux bureaux qui sont très jolis, qui nous ressemblent, qui ressemblent à une galerie d'art. On a pris soin d'avoir des couleurs, des tableaux au mur, une jolie décoration. Et ça veut dire que le matin, quand on vient travailler, on est content finalement. Très bien, très bien. C'est ça qui est important. Parce que c'est là où finalement on passe le plus de temps exactement, au travail. Exactement. Donc, et si on se dit juste, et si on se dit juste que le bureau c'est fait pour travailler, je pense que c'est pas le bon axe. Bien sûr que c'est fait pour travailler, on est là pour ça, mais c'est aussi fait pour nouer des liens. Ok, très bien. Et dernière question, purement par intérêt, donc les NFT, vous les traitez ou, Alors, c'est pas du tout notre spécialisation. On a quelques œuvres digitales qui sont pas forcément des NFT. Il faut savoir que les NFT, ça demande énormément d'énergie pour créer le non-fungible token et voilà, on s'interroge parce que c'est pas forcément quelque chose de good pour la planète. Voilà. Donc on s'interroge. Et vu la discussion aussi sur les prix de l'énergie en ce moment, donc, exactement. C'est un sujet qui. C'est un vrai sujet. C'est pas juste, en fait, c'est pas juste un sujet artistique. Ce serait trop simple. Exactement. Ouais. Ok. Bon, Anne-Claire, merci beaucoup. Merci Franck, avec plaisir. Pour ce temps et bonne continuation. Et on va voir Singular et acheter aussi pour notre nouveau bureau, je pense, parce que il y a aussi pas mal de murs, donc ils sont encore blancs, donc on peut en rajouter quelques œuvres d'art. Très bien. Appelez un art advisor, il se fera un plaisir de vous faire une collection spécifiquement pour vous. Merci beaucoup. Merci Franck, au revoir.